Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Mardi dernier, un sommet tripartite a eu lieu entre le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, le président grec et le président et le premier ministre chypriote autour des différents dossiers de coopération concernant aussi les questions régionales, les questions relatives au bassin méditerranéen, des questions relatives à l'environnement, relatives à l'énergie, au gaz, au commerce et aux échanges économiques. Et puisque le tourisme est un des piliers importants de l'économie, le tourisme aussi a été inclus en tant que pilier important et domaine d'échange entre les trois pays. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui M. Mohamed Qutb, qui est expert en tourisme, mais aussi expert en économie. Docteur Mohamed Qutb, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci d'être avec vous. Monsieur Mohamed Qutb, évidemment, la pandémie s'est répercutée sur le mouvement touristique, que ce soit le tourisme interne ou externe. Et récemment, nous allons focaliser sur les dossiers de coordination entre les trois pays, l'Égypte, la Grèce et Chypre, qui sont des destinations primordiales de tourisme, et aussi les touristes grecs et chypriotes venaient fréquemment en Égypte. Où en sommes-nous quant aux échanges touristiques à la lumière de la pandémie à l'heure actuelle? Maintenant, après réussi toujours de vacciner la plupart, on peut dire, on s'approche maintenant en Europe de 70% des gens, des habitants toujours. Ici en Égypte, on s'approche maintenant de moitié de la population chez nous, bien vaccinée. Comme ça, encourager toujours le monde de commencer de voyager. Si on regarde par exemple sur le monde entier, maintenant le mouvement touristique, ça commence. Ça reprend encore une fois, pas avec la force totale bien sûr, pas avec le mouvement total, mais on a bien commencé à la fin du mois d'août et Inch'Allah, le mois de janvier prochain, ça va être, on va retourner encore une fois sur les niveaux normaux avant ce virus-là qui a attaqué le monde entier. La Grèce a une position très particulière étant donné que la plupart des Grecs et des générations précédentes, il y a 2-3 générations, sont nés et ont grandi ici en Égypte, à Alexandrie surtout. Et justement, le ministère de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger a fait en sorte qu'ils ont tenté de renouer les Égyptiens vivant en Grèce et en Chypre avec l'Égypte. Est-ce qu'il y a des mouvements particuliers reliant les trois pays ensemble? En domaine de tourisme, maintenant, ils cherchent toujours de faire des programmes communs pour les trois pays. Ça veut dire que le visiteur, par exemple, au lieu de visiter la Grèce seulement, ou Chypre seulement, ou l'Égypte seulement, mais on fait des programmes qui relient entre les trois pays. Spécialement, le tourisme le plus cher du monde entier, c'est les bateaux qui font les croisières dans la Méditerranée, les yachts et tout ça. Et ils ont besoin toujours de faire des petits arrêts dans les îles méditerranéennes toujours. Et l'Égypte, voilà, avec un programme bien organisé pour visiter les monuments historiques ici en Égypte, spécialement Alexandrie, le plus proche toujours. Et l'Égypte, elle a déjà commencé ça quand on a terminé maintenant une petite ville comme ça sur la Méditerranée encore, avec le système toujours des petits ports touristiques. Ça nous aide toujours à accueillir les yachts, les bateaux, les grands bateaux de croisière. On peut avoir toujours des programmes communs entre l'Égypte, Chypre et la Grèce facilement, sans problème. Quels sont les points forts? Les touristes grecs et chypriotes, qu'est-ce qui les intéresse davantage ici en Égypte? Quand on choisit toujours Chypre, quand on choisit toujours la Grèce, tout ça, on cherche tout ce qui est balénaire. Ça, c'est numéro 1 chez eux. Bien sûr, chez les Grecs, un tout petit peu commun chez nous, c'est la période gréco-romaine, c'est chez nous dans l'histoire de l'Égypte. Il y avait toujours les temples gréco-romains, histoire commune toujours depuis l'arrivée d'Alexandre le Grand et jusqu'à et les Romains pendant l'époque romaine et tout ça. Ça, il a fait quelque chose de connexion entre nous et le touriste qui cherche spécialement ce type-là des visites, les anciens temples gréco-romains. Et contrairement aux Égyptiens, qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils partent en Grèce surtout? Toujours les plages, ça c'est quelque chose de très intéressant. Et j'ai entendu, il y a quelques familles maintenant, des générations toujours très anciens grecs, ils ont demandé de chercher leurs grands-parents en Grèce. Bien sûr, vous savez toujours
la contact toujours entre l'Égypte et les Grèce et Chypre et tout ça. Il y avait beaucoup de comités des habitants qui habitent Alexandrie, la plupart des villes ici en Égypte. Et tous ces gens-là, ils ont fait pas mal de choses. Jusqu'à maintenant, si vous visitez par exemple Alexandrie, on trouve par exemple club grec, club Chypre, le chef des Grecs ici en Alexandrie, des restaurants grecs. Jusqu'à maintenant en Alexandrie, même il y a des magasins qui vont que pour les Grecs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'habitants qui habitent à Alexandrie et on peut dire au Caire quand même. Et tous ces gens-là, ils ont cherché toujours de retourner. Ils sont nés en Égypte, ils ont vécu en Égypte, toujours en Égypte avec, de temps en temps, je trouvais il y a des grandes familles ici en Égypte, des nationalités égyptiennes, mais des bases, et toujours les grands-parents, ils sont des Grecs et qui habitent toujours les îles méditerranéennes depuis l'Antiquité, tout ça. Ils ont venu toujours, après Mohamed Ali, ils ont installé ici, ils ont trouvé toujours leurs besoins ici en Égypte. Une coopération très étroite a commencé en 2014 entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Et il faut dire que le sommet du mécanisme de coopération tripartite a été tenu mardi dernier dans la capitale grecque, Athènes, entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le président chypriote Nikos Anastasiades et le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Le Premier ministre chypriote. Le sommet a abordé les aspects de coopération entre les trois pays et le succès a consacré la consultation périodique et la coordination étroite en ce qui concerne les dossiers régionaux et internationaux qui affectent tous les peuples de la région. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. Le sommet du mécanisme de coopération tripartite a été tenu mardi dernier dans la capitale grecque Athènes entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le président chypriote Nikos Anastasiades et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le sommet a abordé les aspects de coopération entre les trois pays et le succès a consacré la consultation périodique et la coordination étroite en ce qui concerne les dossiers régionaux et internationaux qui affectent tous les peuples de la région. Le sommet a également porté sur la récente coopération conjointe pour relever les défis et les crises d'urgence tels que les incendies des forêts et l'affrontation des répercussions sanitaires et économiques de la pandémie de Covid-19. Le sommet reflète l'engagement mutuel à traduire le consensus politique en un ensemble de projets fructueux sur le terrain dans les différents domaines économiques, culturels, sécuritaires et militaires. Dans ce contexte, le président a salué le progrès réalisé dans le cadre du mécanisme de coopération avec la Grèce et Chypre, soulignant l'importance de déplacer le mécanisme vers des horizons plus larges afin de renforcer les piliers de la sécurité et de la stabilité dans la région. Les trois dirigeants ont également examiné les projets de coopération existants et proposés dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite dans les secteurs de l'énergie, du gaz, de l'électricité, du tourisme, des transports, de l'agriculture et d'autres, signalant l'existence de perspectives prometteuses pour renforcer les liens de coopération entre les trois pays. Le sommet a aussi discuté des efforts de la lutte contre l'immigration clandestine, le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Il a aussi abordé certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le dossier de la stabilité dans la région de la Méditerranée orientale, de même que le dossier libyen, la situation en Syrie et au Liban, et le dossier du barrage de la Renaissance. Pour nous donner plus d'éclaircissements concernant nos échanges au niveau de l'énergie et nos échanges économiques et commerciaux, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmy, experte en économie. Dr Passant Fahmy, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci madame, bonsoir. Docteur Passant Fahmy, nous avons des échanges très étroits qui ont commencé depuis plusieurs années entre les trois pays, l'Égypte, la Grèce et Chypre. Et nous sommes concernés par les problèmes du bassin de la Méditerranée. Nous sommes concernés par l'énergie, par le pétrole et par le gaz naturel. Où en sommes-nous quant à ces échanges, notamment dans le domaine de l'électricité? Écoutez madame, le monde a tout à fait changé de coopération régionale devenue la langue du monde entier. Alors là, on a le bassin de la Méditerranée, c'est un très riche et aussi l'intérêt sur ce bassin-là.
Et la coopération avec les pays comme la Grèce, le Chypre et d'autres pays aussi, c'est devenu question, comme on appelle, inévitable. Alors, on est en train de transférer. Oui, madame. Il y a une interruption au niveau de la ligne. Si vous pouvez vous... si Vous pouvez m'écoutez rester bien dans un comme ça? Oui, comme ça va. Allez-y. Bon. Alors là, la coopération régionale, surtout le bassin méditerranéen, c'est une question très importante pour le monde entier. C'est un continent très important. Et aussi, il y a des pays sur la Méditerranée aussi qui ont des intérêts. Et aussi, les projets en commun, c'est également en ce qui concerne l'énergie et des grands projets. Ce ne serait plus le temps. Docteur Passan Fahmy, désolé, mais il y a une interruption de ligne. Je pense que vous devez peut-être vous déplacer. La ligne n'est pas claire. Ça va mieux comme ça? Oui, allez-y, madame. Ça va comme ça, madame? Oui, ça va bien. Bon, alors la coopération entre l'Égypte et ces deux pays-là, et entre d'autres pays aussi, c'est que le sujet le plus important, c'est l'énergie, c'est le transfert d'électricité, du gaz vers l'Europe. Les pays européens ont intérêt à faire une coopération avec l'Égypte, et aussi l'Égypte va jouer un rôle de coordination entre les pays de la Méditerranée, surtout la Grèce et le Chypre, et les pays africains aussi. Mais quand on parle maintenant de l'électricité et du gaz, ça c'est juste le commencement. Mais il y aura d'autres projets beaucoup plus profonds pour relier le bassin de la Méditerranée avec l'Égypte et les pays africains et les pays aussi de la région, que ce soit à droite ou à gauche. Alors oui, nous avons une coopération trop profonde avec ces pays-là et ça va se développer davantage, Inch'Allah, dans le futur. Quels sont les problèmes communs du bassin de la Méditerranée, les problèmes qui nous concernent, nous, surtout en tant que pays méditerranéen? Jusqu'à présent, elle n'a pas vraiment, comme on appelle, été très bien étudiée. C'est-à-dire, tout le monde est sûr qu'il y a des ressources, beaucoup plus que les ressources dont on en parle. Oui, on parle maintenant du gaz, de l'électricité, de l'économie bleue, mais définitivement, il faut faire des recherches pour le gaz, pour le pétrole, pour d'autres aussi sources. La Méditerranée, c'est une région très riche, mais ça n'a pas été bien exploré jusqu'à présent. Alors, la coopération entre l'Égypte et ces pays-là et d'autres pays aussi en Europe, surtout l'utilisation de la technologie, va aider les pays de la Méditerranée et les pays européens et les pays africains pour vraiment explorer proprement les ressources et les richesses qui existent dans la mer. La mer, c'est une région toute nouvelle pour le monde entier. Il y a des ressources, mais, je répète, la coopération technologique est très importante. Et nous n'avons pas la technologie, mais les pays européens ont la technologie. Et nous devons avoir aussi un sujet très important, c'est la stabilité aussi dans la région. Il y a la Libye, il y a d'autres pays dans la région, il y a l'Irak, il y a le Liban, il y a la Syrie. Sans stabilité et sans coopération avec ces pays-là, pour vraiment appliquer la stabilité, ça sera très difficile pour avancer dans le futur, dans des domaines économiques beaucoup plus avancés. L'immigration clandestine est un des dossiers épineux et plusieurs solutions ont été envisagées par les leaders et les responsables. À votre avis, est-ce qu'il y a une issue à cette crise, à ce problème? Écoutez, madame, sans stabilité dans les pays africains et les pays des pauvres, ça va continuer. Et ça, c'est la responsabilité des grands pays. Ils doivent trouver des solutions pour que ces gens-là ne continuent pas à immigrer vers d'autres continents. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans cette pauvreté, manque d'alimentation, des maladies, tout ce que vous voulez. Et puis la jeunesse ne peut pas continuer comme ça. Alors oui, tout le monde doit rester ensemble, surtout les pays de la Méditerranée, pour trouver des solutions. Comment non seulement stopper l'immigration, mais les aider à vivre chez eux d'une façon
avoir une vie décente comme l'Égypte fait. Nous avons un méga projet de vie décente, mais à mon avis personnel, les pays africains doivent avoir l'aide des pays européens et aussi des grands pays du monde pour qu'ils se stabilisent chez eux. Autrement, ça ne va jamais stopper et les guerres vont continuer, les maladies vont s'aggraver et aussi le problème d'alimentation, problème de l'eau, il y a beaucoup de problèmes, une longue liste. Alors sans avoir des aides économiques pour ces pays-là sur place, ils ne pourront jamais continuer de cette façon. Docteur Passan Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'issue du sommet tripartite Égypte-Grèce-Chypre, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution durant laquelle il a remercié les dirigeants chypriotes grecs pour l'accueil chaleureux ainsi que pour la bonne gestion des activités de cette 9e réunion du mécanisme de coopération tripartite. Les détails. À l'issue du sommet de mécanisme de coopération entre l'Égypte, la Grèce et Chypre, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a exprimé son grand plaisir d'y participer et a remercié les dirigeants pour la bonne gestion des activités de cette 9e réunion du mécanisme de coopération tripartite. Il a déclaré que ce mécanisme est devenu un forum très important pour l'échange de visions sur les moyens de développer davantage les relations de coopération entre les 3 pays. Il a souligné l'importance de se concerter sur diverses questions d'intérêt commun d'une manière qui contribue à coordonner les efforts pour faire face aux grands défis auxquels sont confrontés le voisinage régional. Al-Sisi a également salué l'évolution qualitative traduite par la signature d'un important accord tripartite concernant le domaine de l'interconnexion électrique, continuant ce qui a été résolu il y a quelques jours par la conclusion des 2 accords pour connecter le réseau électrique en Égypte avec ceux de la Grèce et de Chypre au niveau bilatéral. Le chef de l'État a déclaré que la réunion avec les partenaires grecs et chypriotes est une occasion appropriée pour réexaminer la perspective globale que l'Égypte adopte dans son approche des dimensions des questions relatives aux droits de l'homme. À la fin de son allocution, le président a adressé ses sincères remerciements pour l'honnête engagement à renforcer les liens forts d'amitié entre les 3 pays et son souci à lancer ce mécanisme vers des horizons plus larges. De retour à notre invité, M. Mohamed Qutb, et d'après votre expérience dans le domaine du tourisme, où en sommes-nous quant à la reprise du mouvement touristique? Enfin, les aéroports commencent à être actifs, il y a quand même des restrictions. Est-ce que le mouvement touristique a repris? Maintenant, bien sûr, ils ont mis des conditions. Ça veut dire quoi, des conditions? Ça veut dire qu'ils ont limité toujours le nombre des passagers dans les vols, ils ont limité toujours le nombre de vols par jour même, et avec toujours les problèmes de vaccins et tout ça sur le monde entier. Et ça, c'est beaucoup limité. Donc ça, on le voit facilement à l'aéroport, par exemple. On trouve, par exemple, la capacité des vols, ça ne dépasse jamais 70%. Ça, c'est toujours un peu de moins de tourisme ou des passagers qui viennent. Sur, par exemple, les bateaux, par exemple, les bateaux de croisière, les hôtels et tout ça, ils ont limité toujours le nombre des chambres occupées par hôtel ou par bateau de croisière et tout ça. Ça, obligatoirement, nous oblige d'accueillir toujours un nombre limité de touristes et tout ça. Mais ce qu'on voit normalement maintenant, on a commencé à la fin du mois d'août, il y a beaucoup de groupes qui viennent, toujours. Le nombre, bien sûr, ce n'est pas le niveau normal qui visite l'Égypte pendant cette période-là, mais quand même, on va voir, dans le temps, ça va être repris encore une fois, ça retourne encore une fois au niveau normal. Bien sûr, dans les hôtels et tout ça, il oblige toujours les hôtels, que tous les gens qui travaillent dans les hôtels, toujours d'être vaccinés, avec toujours le permis de travail de tout ça. Ils ont ajouté toujours les produits sanitaires et tout ça dans tous les coins, dans tous les côtés des hôtels, les chambres toujours, au lieu de, par exemple,
réparer les chambres, par exemple, limiter l'été avant, par exemple, une seule fois par jour, pas plus. Maintenant, c'est 2 fois, même toujours utiliser l'alcool et tous ces produits-là pour réduire toujours, ou bien sûr, limiter toujours le mouvement des gens ou les tâches, par exemple, n'importe où. Ils ont commencé toujours d'utiliser dans les bateaux et les hôtels et tout ça, tout ce qui est, on peut dire, des plateaux, des trucs des fourchettes, les cuillères et tout ça, jetables, ça veut dire on le jette automatiquement dès que le touriste termine, c'est pas la peine de se laver, ou répéter toujours de l'utilisation de ce produit-là plusieurs fois avec plusieurs touristes. Non, ça va être jetable, des verres jetables, des cuillères jetables. Ça, il aide toujours à limiter toujours et montrer aux touristes, aux visiteurs, qu'on est capable toujours de vous accueillir avec attention toujours de votre santé, tout ça, et pour éviter d'avoir des problèmes de Covid, encore une fois, ici en Égypte, ou avec des visiteurs qui viennent du monde entier. Vous avez certainement fait le tour du pays et comme vous le savez, on s'occupe énormément de l'énergie. Et l'Égypte est un pays qui a le soleil 12 mois par an. Dans les différentes régions, où est-ce que vous voyez vraiment des batteries solaires de manière à mieux profiter de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire? Voilà, chez nous en Égypte maintenant, il est en train de terminer maintenant la plus grande station solaire, des écrans solaires. Ça va être au sud, au nord d'Assouan exactement. Et ça va retourner encore une fois vers cette coopération entre nous et Chypre et Grèce. Grèce, ça va être le centre où on va avancer cette électricité-là. D'accord? On va donner en Grèce l'électricité qui vient de produits solaires. Et après, c'est de Grèce, toujours comme un pays du monde européen, de distribuer ça automatiquement sur l'Europe tout entière. Ici en Égypte maintenant, par exemple, spécialement dans les zones, on peut dire au sud ou loin du capital bien sûr, en route vers Hurghada, la mer Rouge, Sharm el-Sheikh, tout ça, ils ont obligé maintenant tous les nouveaux hôtels d'utiliser toujours les écrans solaires et toujours il y a en route vers Hurghada et l'Ain el-Soukhna, on trouve toujours beaucoup de stations qui roulent avec ça et beaucoup de bâtiments qui, leur produit initial, ou bien sûr, ils l'utilisent initialement, on peut dire 80% de leur utilisation d'électricité qui vient toujours de sources naturelles sans problème. Il faut dire que l'Égypte, la Grèce et Chypre, nous vous le rappelons, ont signé mardi, lors du dit sommet d'Athènes, un accord de transfert d'énergie électrique dans le cadre du renforcement de la coopération énergétique des pays de la Méditerranée orientale. Le mémorandum de transfert d'énergie électrique concerne l'interconnexion des 3 pays visant au transfert d'électricité. Les détails. Un mémorandum de transfert d'énergie électrique a été signé mardi à Athènes concernant l'interconnexion de l'Égypte, la Grèce et Chypre visant au transfert d'électricité. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré qu'au moment de diversification des sources énergétiques, l'Égypte pourrait devenir un fournisseur de courant électrique qui sera surtout produit par le soleil et la Grèce deviendra une station de distribution vers l'Europe. Le président Al-Sisi a de son côté affirmé que l'intention de cet accord était de renforcer la coopération énergétique et a souligné également l'importance de la signature du protocole d'accord sur l'interconnexion électrique tripartite. Selon une déclaration commune, l'interconnexion renforce la coopération et la sécurité énergétique non seulement entre ces 3 pays, mais aussi avec l'Europe, et elle sera un moyen de transfert de quantités importantes d'électricité depuis et vers la Méditerranée orientale. Les 3 pays, qui participent aussi au Forum du gaz de la Méditerranée orientale avec 6 autres pays du pourtour méditerranéen, dont la France, l'Italie, Israël et la Jordanie, ont également exprimé leur intention de renforcer leur coopération en matière d'exploration et de transfert de gaz naturel, un catalyseur pour la stabilité dans la région. La coopération énergétique des pays de la Méditerranée orientale irrite toujours la Turquie voisine, qui convoite les gisements de pétrole et de gaz naturel dans la région.
et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant nos échanges avec en tant que trois pays en coopération, 3 pays en coordination, l'Égypte, la Grèce et Chypre. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Ahmed El-Lessi Nassef, qui est expert en économie. Dr Ahmed El-Lessi Nassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Il faut dire que nous avons, durant le sommet d'Athènes, nous avions eu un accord de transfert d'énergie électrique dans le cadre du renforcement de la coopération énergétique des 3 pays. Donc l'énergie et le transfert de cette expertise a été au cœur des priorités des dirigeants. À quoi doit-on s'attendre suite à ce sommet? Pour commencer avec, on doit se rappeler à tout le monde qu'il y a quelques années que l'Égypte était en manque énorme d'énergie. Si on doit se rappeler des jours où on devait se faire des décisions. Si on va couper l'électricité du Zamalek et l'avoir à Maad et vice-versa. Aujourd'hui, merci Dieu et merci aux efforts de l'administration du président Sisi, nous sommes en train de passer d'une situation de manque, de scarcité, à une situation d'abondance et être dans une position où on est capable de faire l'exportation d'énergie. Ça, c'est une transformation énorme. Et c'est pas facile de le faire dans le temps où on l'a fait. Donc ça, c'est pour tout à fait commencer avec où nous sommes aujourd'hui et on est vu d'où. OK? Et là, on est en train de voir que le président Sisi est en train de renforcer la position de l'Égypte dans le Méditerranée Est avec les accords qu'il est en train de faire avec les Chypre et avec la Grèce. Surtout que maintenant, l'Égypte, c'est le seul pays dans la région qui a la capacité et la possibilité de faire la liquidation du gaz naturel. Et là, on va être le premier fournisseur pour ces 2 pays pour transporter leur gaz et le nôtre, si on a besoin, à travers des tuyaux autour du Méditerranée. Et là, on va entrer dans le marché d'énergie européen pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte. Et ça, c'est un des plus grands marchés d'énergie dans le monde. Donc vraiment, c'est une première pour l'Égypte et pour l'administration. Et c'est seulement avec la bonne gestion qu'on ait pu arriver à ce point. Notamment que, en plus, avec tous les menaces ou tous les trucs que la Turquie était en train de nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on ne soit pas capable de faire ce qu'on est en train de faire et utiliser nos ressources, le renforcement que le président Sisi a fait avec la marine égyptienne est énorme. Et là, on est au-dessous et très loin que personne quiconque peut challenger notre utilisation de notre bien naturel. Donc, je pense que ça a été très bien joué dans plusieurs dimensions, que tous ils mènent à sécuriser nos ressources naturelles et avec une coopération énorme avec nos voisins du Nord et ouvrir un marché qui est très très important pour exporter de l'énergie en Europe. Pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte. Le monde se tourne vers l'énergie propre, telle l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Et cependant, le pétrole reste le pétrole. Les pays du bassin de la Méditerranée se sont rassemblés de manière à avoir quand même une certaine coopération quant à la gestion du pétrole se trouvant dans cette région. À votre avis, est-ce que le pétrole va garder son importance en dépit de l'importance et de la sensibilisation vis-à-vis de l'énergie propre? Il va rester un peu important le temps que la technologie des nouvelles sources d'énergie se développe pour qu'elle soit un bon remplacement effectif économiquement parlé. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, le pétrole, malheureusement,
il est encore le moins cher comme alternative d'énergie. Lorsque seulement, au point que l'énergie propre, notamment l'énergie du soleil, devient moins chère, c'est là que l'importance va passer du carbohydrate aux énergies, par exemple, solaires. Et là, par exemple, ça, ce que le président Sisi était en train de discuter avec la Chypre et la Grèce, c'est de transporter de l'énergie qui a été produite en Égypte à travers l'énergie solaire. Et transformer ça en électricité et la transporter par des lignes de conduction autour du Méditerranée. Docteur Ahmed El-Lessi Nassif, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Monsieur Mohamed Qutb, de retour à la question touristique et à la culture aussi. Chaque nationalité a des préférences étant donné que le tourisme en Égypte est très varié. Nous avons le tourisme culturel, balénaire, des sports nautiques, etc. Les Grecs, les Chypriotes s'intéressent à quoi en particulier? Bien sûr, chez eux, le type numéro 1 ou ce qui est préféré chez eux toujours, c'est tout ce qui est balénaire. Mais bien sûr, si on commence de comparer, par exemple, chez nous, c'est complètement différent. Bien sûr, pour faire numéro 1, sport numéro 1, plongée, donc il préfère tout de suite Sharm el-Sheikh et la mer Rouge. C'est encore un type différent s'ils cherchent toujours, ils ont l'intérêt toujours de plonger dans des coins, on peut dire, très connus sur le monde entier. Toujours, ça c'est quelque chose de mondial, c'est les voyages culturels. Tout le monde s'intéresse toujours de regarder les pyramides, visiter les temples, les tombeaux et tout ça. L'histoire de l'Égypte, riche depuis l'époque pharaonique jusqu'à maintenant, toujours, on a beaucoup de choses, beaucoup de monuments à visiter. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse le monde entier, pas seulement les Corsais ou par exemple les Grecs ou les Chypriotes. Non, c'est quelque chose mondial, de n'importe quelle nationalité. Si vous dites, par exemple, que vous aimez par exemple visiter quoi dans ta vie? Les pyramides. Tout de suite, il va annoncer le site numéro 1. Et si, par exemple, tu préfères quoi comme les temples, tout de suite, il va dire Abu Simbel. Donc, il y a des coins comme ça en Égypte, très connus sur le monde entier. Tout le monde, ils ont toujours une idée de visiter un jour ces endroits-là. Donc, c'est devenu quelque chose mondial sur le monde entier de visiter et de faire des voyages, on peut dire, culturels. Quelque chose unique que pour l'Égypte, pour eux ou devant eux, c'est tout ce qui est désert. Le code de désert, chez nous, on a beaucoup d'oasis, beaucoup de sources de l'eau chaude, beaucoup de coins, avec même des monuments historiques et tout ça. Donc chez eux, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de désert, il n'y a pas le même charme de ces voyages-là. Donc traverser le désert égyptien en 4x4, c'est vraiment quelque chose unique chez eux. Ils le cherchent tout le jour, mais chez nous, avec la chaleur qu'on a, tout ça, on a une saison. Bientôt, il va commencer le mois de décembre, Inch'Allah. Et le mois de décembre, on a 3 mois riches, Inch'Allah. Ça reprend encore une fois. Cet circuit-là de traverser toujours le désert égyptien en 4x4 de Méditerranée jusqu'à Abu Simbel. Il y a une certaine répartition. On dit toujours les Italiens sont plutôt à Sharm el-Sheikh, on dit les Russes sont à Hurghada, les Allemands à Marsa Alam. D'où est venue cette répartition? Qu'est-ce qui a attiré l'intérêt de ces nationalités à ces régions? Honnêtement, moi je ne sais pas. Mais c'est l'habitude peut-être. Parce que toujours, quand tu termines les vacances, par exemple, à Hurghada, tu retournes chez toi, tu commences à raconter sur Hurghada, la charme du Hurghada, qu'est-ce que tu as fait à Hurghada. Donc, je trouve, par exemple, que les Italiens, les Anglais, ils préfèrent Marsa Alam. C'est loin, c'est propre, c'est charme complètement différent. À Sharm el-Sheikh, par exemple, on trouve plus d'Arabes. Le monde arabe, par exemple, c'est le plus proche pour eux. Et en plus, le système de Sharm el-Sheikh, on peut traverser les frontières sans visa à Sharm el-Sheikh. Ça, c'est encore quelque chose d'avantageux et c'est unique pour le coin du Sharm el-Sheikh. On trouve, par exemple, les Français, ils préfèrent Hurghada. Les Français, les Allemands, ils préfèrent Hurghada. Pourquoi? Bien sûr, les Allemands et les Français sont, on peut dire, le peuple ou les nationalités numéro 1 qui cherchent tout ce qui est culturel.
On dit, nous, par exemple, dans le domaine du tourisme, on dit que les Français et les Anglais, avant de venir ici en Égypte, ils commencent à se préparer. Ils commencent de lire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va voir, le programme, qu'est-ce qu'il y a, avantageux, ça, c'est quoi. Donc, les guides, toujours, il faut attention à ça. On sait bien que les Français et les Allemands, ils aiment beaucoup écouter. Donc, les visites, c'est complètement différent. Le plus proche pour eux, comme centre balnéaire, comme loisir, c'est Hurghada. Donc, on trouve beaucoup des Allemands et, bien sûr, les Français, ils préfèrent Hurghada, c'est à côté de Luxor, donc ils ne font pas grand-chose, pas grande différence, pas grand voyage pour aller au centre balnéaire. Ce qui attire les Russes, d'accord, c'est les prix, honnêtement. Les Russes, pour eux, plage, c'est superbe, c'est très intéressant. Tout ce qui est culturel, c'est pas très intéressant chez eux. Donc, n'importe où, on peut trouver les Russes. Ça, c'est encore quelque chose de très avantageux pour eux. Est-ce que le désert est réouvert à l'heure actuelle? Ça a été fermé il y a plusieurs années pour des raisons sécuritaires et par la suite la pandémie. Mais est-ce que les campings et toutes les activités qui se déroulaient sur nos déserts fabuleux comme le désert blanc, le désert noir, est-ce que les activités ont repris? Maintenant, jusqu'à maintenant, c'est pas la grande capacité toujours, il n'y a pas le grand nombre toujours. Comme vous avez dit, toujours, on a eu beaucoup de problèmes aux frontières entre nous et la Libye, tout ça, les problèmes des attentats toujours les gens qui traversent les frontières et tout ça, qui causent beaucoup de problèmes, spécialement parce que le code de désert, toujours, c'est entre nous et la Libye. Mais je trouve qu'on a fait pas mal des signes qui expliquent aux gens que cette côté-là, il est maintenant en pleine sécurité. Par exemple, le dernier, d'accord, l'équipe nationale de football chez nous, quand ils traversent les frontières jusqu'à la Libye pour jouer un match là-bas, ça c'est une signe, le monde entier, voilà, l'Égypte, elle est capable de traverser les frontières entre nous et la Libye. La Libye même, il est en pleine sécurité, voilà, l'équipe nationale égyptienne, il a un match de foot chez eux, et après on applaudit tout le monde, qui a gagné, on s'en fout de tout ça, mais enfin, c'est on peut dire, une petite signe comme ça au monde entier, voilà, l'Égypte, elle a passé les frontières en Libye. Libye maintenant, c'est en pleine sécurité. Et ils ont retourné avec plein soin, sans problème. Il n'y a pas de problème. Ça, il va encourager toujours le monde entier de commencer encore une fois, ou recommencer encore une fois, de retourner encore une fois dans ce côté-là, le code de désert égyptien ou les oasis égyptiens. Justement, le Sinaï, il y a énormément de projets de développement du Sinaï à l'heure actuelle. Dans quelle mesure le Sinaï est une région ambitieuse pour qu'il y ait vraiment du tourisme dans le Sinaï? Si vous regardez toujours la carte de Sinaï, on peut le diviser en deux parties. Normalement, c'est déjà divisé par ça, nord et sud. Tout ce qui est sud, c'est vraiment touristique 100% et très loin de n'importe quel problème. Ce qui est nord maintenant, on peut dire, c'est le futur du Sinaï. Il y a toujours maintenant on peut dire, les tunnels qui traversent le canal de Suez, va transporter tout de suite beaucoup des habitants qui se déplacent facilement. Ils ont commencé toujours d'ajouter encore des annexes ou bien sûr des allongements des 4 villes sur le côte de Sinaï, toujours avec ces tunnels-là, Port Saïd, Suez, Smalia ou Smalia, Suez. Comme ça, avec le zone toujours de commerce et bien sûr le grand projet du canal de Suez, l'est du canal de Suez, qui va nous permettre toujours de faire je n'aime pas dire port, mais une station ou un centre de commerce pour les bateaux qui traversent. Si par exemple vous voulez une réparation, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez par exemple le produit, voilà, c'est là. Même, j'ai entendu que ça, il a encouragé la Chine, la Russie, de faire des zones industrielles sur ce côté-là, au lieu que les bateaux traversent, qui viennent de l'Europe et avancent jusqu'aux Chine, d'accord? Non. Tous les produits que vous cherchez de Chine, ça va être fabriqué ici, ça va être construit là, c'est là, ici en Égypte, dans cette zone-là. Au lieu de traverser toute cette distance-là, non, on peut l'acheter de là et retourner encore une fois en Europe. Comme ça, on a réduit ou diminué, on peut dire, le temps, d'accord, et en plus le prix de ces produits-là. La Russie, ils ont commencé. La Chine, il y a encore pas mal de temps, ils ont déjà commencé. Donc, on peut diviser Sinaï en deux parties, économie et touristique, facilement. Et maintenant, ils ont commencé avec le tunnel toujours qui vient d'inaugurer, des séries de routes qui enchaînent ou encerclent
Sinaï tout entier. Et en plus, il y avait toujours des problèmes des routes. Ça, c'est comme guide égyptologue toujours, je connais bien sûr que les anciennes routes, c'est depuis la guerre entre nous et Israël, toujours, c'est pas renouvelé, c'est un peu vieux. Maintenant, on a une route, bien sûr, qui nous amène directement vers Taba, nickel, sans problème. Maintenant, il y a une nouvelle route jusqu'à Sharm el-Sheikh qui réduit toujours, diminue le temps. Au lieu d'aller à Sharm el-Sheikh en 5 heures, maintenant c'est 3 heures et demie, vous êtes à Sharm el-Sheikh. Ça, c'est encore aide à développer ce pays-là, cette coin-là, facilement et transmettre toujours les visiteurs facilement dans ces coins. Très bien, Monsieur Mohamed Qutb, vous êtes guide touristique et aussi expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. À travers la coopération étroite reliant l'Égypte, la Grèce et Chypre, nous avons pu passer en revue des aspects relatifs à l'énergie, à l'économie et au tourisme. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée et à la prochaine.